Merci Marion. Pour commencer, donc, une petite introduction, parce que après je laisserai rapidement la parole à nos différents intervenants qui ont des parcours très complémentaires, très différents et des points de vue très riches sur ce sujet. Comme vous l'indiquiez, Marion, le sujet est un sujet éminemment stratégique à la fois pour l'entreprise et ses salariés, encore plus certainement à l'issue de cette crise Covid qui, je l'espère, sera bientôt derrière nous, mais qui a bouleversé et accéléré un certain nombre de tendances, y compris sur cette thématique des collaborateurs et du rôle de l'entreprise sur le bien-être de ses équipes. Ça rappelle aussi, et je pense que c'est une des grandes thématiques de la journée, la fonction sociale et sociétale de l'entreprise. Je pense que c'est un point clé, et on y reviendra. Alors, très rapidement, c'est vrai que l'entreprise, forcément, doit être vigilante et veiller au respect des droits fondamentaux de ses salariés. C'est prévu d'ailleurs historiquement par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais de façon plus, je dirais, contemporaine, il y a également une obligation assez forte qui pèse sur l'entreprise pour veiller à la santé physique et mentale de ses salariés. Donc ça, c'est un point clé. Et d'ailleurs, il y a aussi des évolutions en matière de RPS, donc de suivi des risques psychosociaux et de gestion des risques psychosociaux, avec une loi qui est actuellement en cours de débat devant l'Assemblée nationale et qui devrait encore, je dirais, accentuer et améliorer le dispositif pour avoir un dialogue plus fort sur ces sujets de RPS au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est un peu le contexte, je dirais, juridique. Mais au-delà du contexte juridique, ce qui est clé, c'est l'aspect stratégique pour l'entreprise, à la fois dans le cadre de la gestion de ses équipes, mais également dans le cadre de sa politique de gestion RH, on y reviendra, avec des enjeux de compétitivité, d'attraction des talents, de formation, et je pense qu'il y a un certain nombre de points clés qui ressortiront de nos débats sur ces sujets. On a également une démarche RSE qui s'inscrit pour l'ensemble des entreprises dans la durée, et depuis 5 ans, je dirais, va crescendo, puisque les enjeux sont stratégiques, et on ne doit pas être dans l'incantatoire, mais on doit délivrer aussi sur ces sujets de RSE. C'est d'ailleurs, on doit faire preuve d'exemplarité au quotidien sur ces sujets. Et donc, on retrouve, je dirais, autour de 5 grands piliers ou leviers, la démarche RSE de l'entreprise qui s'articule autour de la recherche de l'épanouissement de ses collaborateurs, la gestion des talents, la formation, ce qu'on appelle l'upskilling, et on l'a bien vu dans l'environnement, j'allais dire que l'on subit, alors bon, soyons positifs, l'environnement que nous avons réussi à gérer sur la dernière année. Il y a aussi une fracture numérique, il y a un besoin d'upskilling sur tous les sujets digitaux pour les salariés. Donc il y a ce premier point qui est la formation des salariés qui est clé, bien sûr, et des collaborateurs. Deuxième point, qui est un point très fort aussi, qui est la promotion de la diversité et de l'inclusion, et on y reviendra, qui est également un point clé dans la gestion de la RSE et dans la gestion de la politique RH de l'entreprise. On a également un troisième point qui est fondamental, qui est bien sûr favoriser l'égalité homme-femme ou femme-homme, devrais-je dire, et on y reviendra, je pense, assez largement, et c'est un point clé. Et également sur ce sujet, il ne vous aura pas échappé que la semaine dernière, il y a un texte qui est passé en première lecture à l'Assemblée nationale, ce qui est assez remarquable, instaurant des quotas, parce qu'il faut passer par là, et on y reviendra, on aurait peut-être pu s'en faire l'économie, mais voilà, on franchit le pas, donc il y aura des quotas pour avoir un certain nombre de femmes dirigeantes dans les grandes entreprises françaises, et donc c'est tout récent, c'est encore un texte qui a été adopté la semaine dernière. Enfin, je dirais, il y a également le point d'intégrer les collaborateurs en situation de handicap. C'est un point important et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir et d'échanger sur ce sujet. Il y a des démarches très, très intéressantes qui ont été impulsées dans un certain nombre d'entreprises et il y aura des témoignages, je pense, du côté notamment de Ramsay Santé très intéressants sur ce point. Et puis un élément qui est important, qui est pour moi le 5e pilier, qui est la dimension d'acteur engagé. Donc on parlait du rôle sociétal, il y a une dimension d'acteur engagé. Et les entreprises ont démontré et doivent démontrer qu'elles sont un acteur engagé dans la cité. Dans la cité, alors on y reviendra aussi sur le volet, y compris immobilier, lieu de travail, ça c'est important, mais engagé sur des combats, choisir ces combats, avoir des priorités. Si je fais un parallèle par rapport à ce qu'on a développé chez PwC, on a
Au niveau de la Fondation, on porte un certain nombre de sujets. On a des actions prioritaires sur le bien-être des collaborateurs dans l'entreprise et un sujet sur la diversité et l'égalité des chances. Et enfin, un dernier sujet sur la promotion des réussites françaises à l'international. Et je dirais sur le sujet de diversité et égalité des chances, on s'est impliqué au niveau de l'ascenseur, qui est un peu, j'appelle ça la station F du sociétal, où on a des associations telles que Article 1er, Télémac, la Cravate Solidaire, donc un certain Mosaïque RH aussi, qui veille justement à diversifier les recrutements. Donc un certain nombre d'associations qui sont des grands partenaires et qu'on souhaite aider. Et sur ce volet-là, dans l'entreprise, et on y reviendra certainement, il y a à la fois une dimension donation ou don, donc support financier, mais il y a aussi, et notamment dans les entreprises telles que PwC ou Grant Thornton aussi, où on a beaucoup de compétences, il y a aussi le mécénat de compétences. C'est aussi offrir du temps aux salariés de l'entreprise pour qu'ils puissent mettre leurs compétences au service, je dirais, de l'environnement associatif et des causes qu'on souhaite défendre. Sur cet aspect, ce qui est important à garder à l'esprit, c'est que on a un besoin de diversité forcément de nos actions, parce qu'on a de la diversité dans nos équipes et pour nos collaborateurs, mais en même temps, il me semble important d'avoir des marqueurs forts, on y reviendra sans doute, de choisir ses priorités aussi, et pour pouvoir avoir de l'impact et pouvoir mesurer cet impact. C'est un élément important aussi, l'impact de l'entreprise, des actions de ses salariés, de ses équipes, par rapport aux grandes thématiques sur lesquelles elle veut se positionner. Donc très rapidement, avant de passer la parole à nos invités, comme on le disait en introduction, la crise a été un accélérateur de tendance. Et c'est pour ça qu'avoir cette table ronde aujourd'hui est important, parce qu'on a un an, on a du recul et on a des enjeux, on a encore beaucoup de challenges et d'opportunités devant nous. Et donc, je vais passer la parole sans plus tarder à nos différents panélistes pour qu'ils nous offrent leur point de vue, et on suivra bien sûr par une session plus interactive de questions-réponses. Si vous le voulez bien. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse d'être parmi vous. Donc, comme ça a été dit, je m'appelle Meka Brunel et je dirige Gessina, qui est une société immobilière française, mais de niveau européen, avec un capital, société cotée, un capital qui est détenu à hauteur de plus de 80% par du capital non domestique mondial, donc une vision un peu financière globale. Ces sujets d'inclusion, c'est important. Est-ce que vous me permettez d'emblée d'exclure un point qui est sur les hommes et les femmes? Parce que souvent, quand on parle de diversité, on a l'impression que les femmes font partie d'une certaine catégorie de diversité. Je rappelle que c'est 50% de la population mondiale et nous devrions être traités à égalité, hommes, femmes, et par niveau de compétence. Je réagis toujours quand je vois, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, on dit voici la première femme. Alors parfois on cumule les ennuis, hein. On peut être femme, noire, d'origine étrangère, etc., qui a été nommée. J'espère qu'on a nommé quelqu'un de compétent. Quand on nomme les hommes, on dit pas c'est le premier homme petit, etc. Donc je voudrais indiquer cela parce que c'est 50% de la population et on ne devrait pas avoir ce débat-là. Et on doit travailler sur les compétences. Ça y est, j'ai fait ma déclaration syndicale, donc ça c'est fait. À cela se rajoute le rôle important de l'entreprise en matière de cette vision long terme qu'on doit avoir. Nous avons vécu depuis les années 2000, depuis les années 90, puis continuer les années 2000, pendant très longtemps, nous avons vécu sous le joug du court-termisme, du terri immédiat, de la distribution de richesses, de cette frénésie de consommation, de mouvements, de voyages, etc. Et petit à petit, nous rentrons dans cette ère de long terme. Ça ne se fera pas comme ça quand on parle RSE, quand on parle des implications RSE. Eh bien, nous, dans notre métier de l'immobilier, quand on prend des décisions, même quand on veut aller vite, il nous faut 10 ans. On a pris la décision de décarboner notre patrimoine existant à horizon de 2030, ça prend 10 ans et à marche forcée et à une grande rapidité. Ce n'est absolument pas compatible avec une vision court terme où tous les 3 mois ou tous les jours à la bourse on regarde les plus et les moins.
D'ailleurs, la bourse, on doit apprendre à vivre avec, c'est très bien pour financer les entreprises, mais souvent c'est une jeune fille en fleurs qui a des émotions, donc il faut gérer ses émotions tranquillement, et là pour le coup c'est très féminin. Le deuxième sujet de l'inclusion, c'est au fond quand on veut être dans cette vision long terme, ce qui s'est passé après cette crise, c'est que nous nous sommes rendus compte que finalement, il y avait des choses qui étaient essentielles et d'autres qui étaient absolument pas nécessaires. On disait tout à l'heure, on ne fait plus les voyages inutiles, ce qui réduit notre impact carbone. Mais en revanche, on revient sur l'essentiel. Quand on se réunit pour des choses importantes, et en tout cas, c'est comme ça que la plupart des gens le voient. Regardez, depuis la semaine dernière, beaucoup de gens sont allés à des terrasses de café sous la pluie, collés les uns aux autres et dans le froid, parce qu'ils avaient envie de se retrouver et qu'ils avaient assez d'être derrière les écrans. Cette inclusion-là, on doit le voir dans l'entreprise, dans cette diversité de population, que ça soit par évidemment les formations, le métier qu'on fait, les âges, bien sûr homme-femme ou femme-homme, peu importe, le handicap ou pas handicap, on doit trouver cette diversité parce que les sociétés, pendant très longtemps, dans des sociétés plus anciennes, on vivait avec tout ça et on ne disait pas un tel est handicapé, un tel est d'origine étrangère, un tel est jaune, un tel est vert, etc. On vivait dans ce mélange. Eh bien, ce mélange est très enrichissant. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, on apprend à se le dire parce qu'on est dans cet environnement-là. Et l'autre chose, quand on parle de l'environnemental, et tout ça c'est lié, toute cette inclusion, c'est un cercle vertueux qui doit s'inscrire dans un carré, les comptes doivent être toujours carrés, de résultats financiers positifs, et l'un nourrit l'autre et inversement. Eh bien, dans cet environnement-là, cette inclusion et ces échanges environnementaux, c'est une question d'éducation, d'apprentissage, de vivre ensemble. Moi, si vous permettez, le bien-être me gêne parce que pour moi, c'est le monde d'avant. C'est très personnel, très individualiste et c'est les vacances et c'est le spa en fait. Nous ne devons pas parler de bien-être mais de bien vivre ensemble parce que c'est ce bien vivre ensemble qui nous permettra de trouver cette équation commune, cet engagement commun. Je vous prends un exemple. Nous avons mis en place chez Gessina, puis je vais m'arrêter là, une taxe carbone interne. C'est-à-dire, on a dit à tout le monde dans l'entreprise, vous savez, on fait des TRI 10 ans quand on est dans l'immobilier, ça tout le monde le sait, et on a dit de façon factice, on va dire, enfin factice, c'est pas de l'argent qui sort, mais on va mettre une taxe interne. On a commencé bas parce que la taxe, on est à Bercy, il faut toujours commencer bas puis après ça monte. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est en train de monter chez nous. Et on a dit, voilà, on va regarder à la fin, au bout de 10 ans, sur le portefeuille, ça fait combien ? Et on va mettre la rémunération des asset managers, de nos cadres, de nos opérationnels. Une partie, ça va être lié au TRI après carbone, parce que le carbone, moi, le tonne de carbone, je ne sais pas comment le peser, mais en revanche, l'euro, je le comprends, qu'avant carbone. Mais en revanche, si vous mettez de l'innovation là-dedans, et c'est l'éducation qui est importante, si vous mettez de l'innovation et vous mettez des travaux et de l'investissement et des CAPEX qui permettent de décarboner, à ce moment-là, votre TRI sera le TRI d'avant et donc votre rémunération changera. On a mis ça en place, ça a pris du temps, nos directions financières et RSE, innovation ont beaucoup travaillé dessus, et ça a créé un mouvement et un engagement, un engouement et un collectif que je n'espérais pas, qui nous a amené à transformer l'ensemble de notre portefeuille d'obligations émises sur les marchés de 5,6 milliards en obligations vertes de façon dynamique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les immeubles deviennent verts, ils viennent en contrepartie. Tout ça pour dire que ça a créé cette dynamique globale et cette liaison et cet engouement. Il ne faut pas qu'on sous-estime la capacité des équipes à être moteurs et à nous pousser et à nous amener à travailler différemment. Mais en revanche, pour cela, il faut beaucoup d'éducation et d'explication. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Robert, peut-être quelques mots sur Grant Thornton et la thématique du jour ? Avec grand plaisir. Donc, bonjour à tous, je suis Robert Lambeau, donc président de Grant Thornton. Grant Thornton, c'est un cabinet d'audit et de conseil, le 6e cabinet en France avec 2000 collaborateurs et membre représentant français de l'organisation internationale Grant Thornton International avec une 6e position dans le monde et environ 60 000 personnes réparties sur tous les continents. Donc voilà pour cette présentation et
Effectivement, on est très heureux, nous, de participer à cette table ronde et sur le sujet de la RSE, mais plus particulièrement du bien-être des collaborateurs. Parce que c'est quelque chose qui nous occupe pleinement au sein de l'entreprise. Nous considérons, comme le disait Friedman, que effectivement l'entreprise, sa finalité, c'est bien la rentabilité, le profit, mais pas que. Parce qu'entre Friedman et aujourd'hui, sa naissance, il s'est passé un siècle et les choses ont grandement changé dans la structuration de l'économie dans le monde, qui s'est faite en fait sur ces 2 derniers siècles et qui amène à des mutations aujourd'hui encore nouvelles en ce 3e millénaire et qui nous oblige à penser et à considérer qu'effectivement l'entreprise a un rôle social et sociétal à jouer pleinement en contrepartie, à côté, et je dirais même en complément, de ce rôle économique et financier, puisqu'on va se rendre compte que les deux se rejoignent pour servir à un objectif qui est le bien-être et qui est le développement. Et tout pousse aujourd'hui l'entreprise à prendre en compte dans sa démarche économique et financière l'ensemble de ses parties prenantes qui lui permettent d'exister, de se développer et de le faire dans le cadre de relations vertueuses. Quand on regarde l'évolution du contexte général, quand je dis tout pousse l'entreprise à prendre en compte la dimension RSE, eh bien c'est le législatif avec la loi Pacte, des textes qui font émerger des sujets de raison d'être dans les statuts. Alors aujourd'hui on peut le faire ou pas, mais en tous les cas on voit bien que tout ça se pointe dans les textes. De nombreuses obligations législatives aussi s'imposent aux entreprises. On le voit dans l'économie avec des appels d'offres qui consacrent, qu'ils soient privés ou publics, une part de plus en plus importante à la partie. On doit démontrer qu'on est compliant sur différents sujets RSE. Et puis surtout, et beaucoup, on le voit dans la demande donc, de ces nouvelles générations, les fameux millennials, qui sont plus tout à fait des millennials, qui chaque année gagnent une année et qui rentrent dans les systèmes économiques, dans les process, dans la machine économique. Et c'est eux qui vont, avec leurs considérations, faire le monde de demain, mais peut-être même déjà d'aujourd'hui. Et des considérations qui sont extrêmement importantes en matière donc de différents sujets et notamment la prise en compte de la partie bien-être. Donc chez Grant Thornton, si vous voulez, depuis 2019, dans le cadre d'une nouvelle mandature, on a intégré cette dimension RSE au cœur de notre système. Et ça fait bien sûr depuis bien longtemps, on se penche sur la RSE, mais on a intégré au cœur du réacteur en mettant dans l'équipe CODIR une personne qui est en charge de la RSE, dont la mission est de rendre la RSE chez nous structurelle, qu'on devienne naturellement RSE, que ce soit dans l'ADN du cabinet. Donc c'est sa mission au fil du temps. Et puis cette crise qu'on vient de vivre depuis 1 an, effectivement, n'a fait qu'amplifier la démarche RSE et nous a amené à consolider, à conforter, à développer beaucoup d'accords avec le personnel, les représentants du personnel, qui nous obligent, parce que signer des accords, ça nous oblige à rendre compte avec des KPI qui sont intégrés dans les accords et sur lesquels nous rendons compte en toute transparence à nos délégués du personnel, bien sûr, mais à l'ensemble de nos équipes. Voilà. Alors dans ces parties prenantes, on les connaît, les parties prenantes de l'entreprise. On a bien sûr les clients que l'on sert au quotidien. On a les fournisseurs, on a nos bailleurs de fonds, les actionnaires, les financiers, on a toutes nos communautés, mais on a aussi et surtout beaucoup nos collaborateurs. Et cette partie prenante, elle est pour nous l'objet d'attention de tous les jours. Et pour revenir sur le sujet de la table ronde, le bien-être des collaborateurs. Le bien-être des collaborateurs pour nous, c'est quoi? C'est répondre à leurs attentes. Et c'est de faire ce qui est important pour eux, ce qui devient important pour nous. Et qu'est-ce qu'ils nous demandent aujourd'hui les collaborateurs? Eh bien, les collaborateurs, je le disais, la demande et la conception les facteurs de motivation des collaborateurs ont changé au fil du temps. Et ils nous demandent aujourd'hui d'avoir plus de sens dans leur mission au quotidien, d'avoir un cabinet qui soit inclusif, qui intègre la diversité. Et c'est extrêmement important, cette prise de conscience, parce que ça traduit quoi? Ça traduit la volonté de ces nouvelles générations à sortir d'une démarche très individualiste dans le carriérisme, dans la manière d'être dans l'entreprise, dans la manière de vivre sa vie, pour intégrer une conscience collective de ce que nous sommes. Nous sommes une société humaine
Comme dans une famille, il y a des gens de toutes catégories, de toutes sortes, des handicapés, des pas handicapés, des différentes origines, mais dans une famille, on prend tout le monde. Eh bien, élever sa conscience, de sortir de l'individu pour aller à un niveau supérieur, qui est celui j'intègre une société humaine, y compris dans mon environnement de travail, parce que j'ai une démarche collective, c'est un profond changement et qu'il faut savoir écouter, qu'il faut savoir intégrer. Il nous demande de s'épanouir aussi avec des acquisitions de compétences, etc. Et donc pour nous, répondre au bien-être des collaborateurs, c'est répondre à leurs attentes. Et en faisant ça, on sert leurs facteurs de motivation. Étant plus motivés, ils s'engagent plus, le niveau d'engagement est plus fort. Et avec un niveau d'engagement plus fort, eh bien, ils sont plus performants. Et in fine, ils servent la performance globale de l'entreprise en même temps qu'eux-mêmes se réalisent dans leurs conditions d'hommes et de ce qu'ils sont, en pouvant effectivement travailler leur potentiel jusqu'au bout avec ce qui est proposé. Et dans ce contexte, si vous voulez, qui est celui donc de cette RSE et de transformation profonde qui concerne nos cabinets, où on sait très bien que l'entreprise n'est faite que d'hommes, mais en plus dans nos métiers qui sont de la prestation intellectuelle, l'homme est fondamental. Nous avons engagé chez Grant Thornton, en s'interrogeant sur quels sont les facteurs clés de succès dans ce champ de transformation qui nous concerne dans tous les pans de nos activités, quels sont les facteurs clés de succès. Et le facteur clé de succès, c'est toujours, et encore plus que jamais, l'humain. Et ce qui nous a amené à réfléchir sur la manière d'amplifier l'action de l'humain dans ce que nous faisons, pour amplifier donc notre développement et le bien-être, etc. Et ce qui nous a amené à travailler sur un projet un changement de culture managériale avec deux grands axes. Premier axe qui est une culture managériale qui est fondée sur la bienveillance, qui nous a amené à rédiger une charte de la bienveillance. Pourquoi la bienveillance ? Parce qu'on se dit que la création de valeur vient de notre capacité à coopérer. La coopération dans l'entreprise, entre les personnes, entre les individus, crée de la valeur. Mieux je coopère, plus je crée de la valeur. Et donc, il nous faut favoriser la coopération entre les collaborateurs. Pour bien coopérer, pour avoir envie de coopérer, eh bien, il faut qu'on se sente en confiance. Si je suis pas en confiance, eh bien, je me retiens, j'ai des craintes, et si j'ai des craintes, eh bien, je ne donne pas tout le potentiel que je pourrais donner. Et donc, oui, il faut plus de coopération. La coopération s'obtient par la confiance, mais la confiance, elle ne se décrète pas. Il suffit de dire on vous fait confiance, faites-nous confiance. Il faut le démontrer. Il faut quelque part se l'imposer. Il faut s'imposer un cadre de fonctionnement qui va permettre à la confiance de s'installer. Et comment on se sent en confiance ? On se sent en confiance quand on a des comportements les uns et les autres qui inspirent confiance. Et on a décidé, on a compris, en travaillant évidemment, que les comportements bienveillants généraient la confiance, qui elle-même permet une meilleure coopération, qui elle-même génère davantage de création de valeur. Tout en n'oubliant pas le deuxième aspect, en servant l'objectif qui va permettre à l'homme de se réaliser au sein de l'entreprise, dans ce qu'il est, dans sa condition humaine. Et les deux, finalement, se rencontrent dans leur finalité. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, pour conforter cette démarche, et deuxième action, je dirais, c'est de participer à une chaire qui est créée par l'ESSEC, l'école de commerce l'ESSEC, avec l'ICP, Institut catholique de Paris. Une chaire donc dont l'objet est le bien commun, et dans le bien commun, évidemment, il y a la partie bien-être de l'homme, réalisation de l'homme dans sa condition, et à travers ce prisme-là, nous nous reconnaissons pleinement dans cette chaire, et donc nous avons décidé de participer à la création de cette chaire avec d'autres entreprises, et de contribuer, d'alimenter comme ça ce projet de la bienveillance au sein du cabinet. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Robert. Thierry, quelques mots du côté de Merck et de ce qui se passe chez Merck sur le sujet bien-être des collaborateurs dans l'entreprise. Alors, merci. Je vais d'abord commencer par emprunter deux mots-clés pris par les deux orateurs précédents. Je suis très sensible à ce bien-être ensemble, à ce bien-être entre entreprises, et on ne le créera qu'en créant la confiance. Et je fais partie du groupe Merck, une entreprise de sciences et technologies avec grosse activité dans les sciences de la vie, dans la pharmacie. Et donc cette notion du bien-être des collaborateurs, elle est vitale. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans notre société ?
on voit beaucoup de collaborateurs, de citoyens, dans une situation, espérons-le temporaire pour chacun, de vulnérabilité. Et je crois que notre devoir, c'est de s'intéresser, d'accompagner la vulnérabilité de nos collaborateurs. Et il y a quelques mois, presque 2 ans maintenant, j'ai été extrêmement marqué par la démarche prise par l'Institut national contre le cancer pour promouvoir cancer et emploi. La réalité, dont on n'a pas conscience en tant que chef d'entreprise au quotidien, on estime aujourd'hui que 15% de nos collaborateurs sont atteints d'une pathologie chronique. On pense que d'ici 10 ans, ce sera plus de 25%. La réalité est vraie, vous avez un collaborateur, une collaboratrice qui est diagnostiquée avec un cancer, il y a la peur d'en parler, par moments une certaine honte, la peur de la réaction de l'employeur, et surtout, quand ce collaborateur, cette collaboratrice en parle, la personne en face, le manager, la personne des ressources humaines, la collègue de bureau, ne savent pas gérer la situation. Et on a tous vécu un collaborateur qui partage un diagnostic lourd, et la personne en face, qui fond en larmes, qui est totalement désemparée, et qui montre beaucoup d'empathie, mais n'aide pas. L'Institut national contre le cancer a mis au point une charte extrêmement simple en 10 points, et qui dit qu'il y a un devoir. Ce devoir, c'est dans le respect du souhait du collaborateur, de l'accompagner quand il découvre cette pathologie. C'est de l'accompagner pendant ses traitements. C'est de l'accompagner pendant son retour à l'emploi. Pour faire ça, il faut casser le tabou. Pour casser le tabou, il faut que tous, en entreprise, on dise « c'est d'accord d'en parler ». Si vous le souhaitez, c'est bienvenu d'en parler. Si vous ne le souhaitez pas, bien entendu, on respecte votre intimité. Pour faire ça, il faut former. Il faut former les collaborateurs. Il faut former les collaborateurs à l'écoute. Il faut former nos ressources humaines. Il faut former nos managers. Et puis, il faut aussi promouvoir ce qu'est la santé au travail. Promouvoir des bons réflexes diététiques. Promouvoir des bons réflexes de diagnostic. Nous avons la chance d'être dans un pays extrêmement structuré en termes de prise en charge des soins. Il y a énormément de diagnostics précoces de cancer, de nombreuses pathologies qui sont proposées. Il faut encourager nos collaborateurs à les se faire dépister. Et puis, bien entendu, il faut évaluer l'action. Alors, très concrètement, je vais vous donner 2-3 exemples. La première chose qu'on a fait, c'est sur chacun de nos sites, 11 sites en France, de former une personne volontaire à l'écoute. À l'écoute, à l'accueil d'un collègue qui appellerait en disant « Ben voilà, on vient de me diagnostiquer une pathologie lourde. Est-ce que tu peux m'aider dans mes démarches ? Est-ce que tu peux m'aider pour en parler à mon patron parce que j'ai un peu peur ?» De faire le lien avec les ressources humaines si nécessaire, de faire le lien avec le manager. Puis de mettre aussi en place des outils très très simples. Je ne sais pas si un d'entre vous, dans le cadre d'une pathologie chronique, a suivi la démarche administrative qu'il y a avec toutes les contraintes que ça entraîne. À un moment, on n'a qu'un souhait en tête, c'est de se faire soigner. Il y a plein de bonnes pratiques. Faisons un bouquin et mettons-le à disposition. Et puis ensuite, il faut accompagner le quotidien. Alors, on est dans un pays qui socialement est très protecteur, mais qui est aussi extrêmement et malheureusement trop normé. Aujourd'hui, un collaborateur qui est traité via une chimiothérapie, on en connaît tous la lourdeur, on l'a tous vu parmi malheureusement des proches et des amis, il y a des semaines où ça va bien, il y a des semaines où ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle ? 6 mois d'arrêt de travail. Donc les semaines où ça va bien, je suis tout seul chez moi à cogiter, mon employeur ne doit plus m'écrire, ne doit pas me contacter, ne doit pas me demander comment je vais. Je rêverais d'envie d'aller ce jour-là déjeuner à la cantine avec les amis. Accueillons-les. Est-ce que ces collaborateurs en arrêt maladie de longue durée, on peut leur proposer, s'ils le souhaitent, de venir quand il y a un événement festif, quand il y a une réunion d'équipe, de leur dire si tu te sens bien pendant quelques jours, viens. On gardera du lien social. On gagnera en respect, on gagnera en motivation de celui qui est en cure et de ceux qui font partie de son équipe. Tout ça, c'est des mesures qui, quelque part, ne coûtent rien. L'investissement, c'est de l'investissement humain et on peut tous le faire. Et puis, bien sûr, il faut en parler, casser le tabou,
évaluer et faire aussi évoluer le cadre législatif. Et là, il y a une initiative très intéressante qui a été lancée par un petit groupe il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle le Living Lab, toujours avec l'Institut national contre le cancer, et qui dit, ben voilà, notre cadre législatif, il est trop contraignant pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Et je vais vous prendre quelques exemples. Merck est leader dans la pathologie de la sclérose en plaques. C'est une pathologie, vous avez des poussées tous les 3-4 ans, et pendant quelques semaines, quelques jours, vous ne pouvez plus bouger. Alors souvent, pour les pathologies chroniques, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un temps thérapeutique. Ben, la poussée de sclérose en plaques, elle est rarement le mercredi après-midi quand vous êtes dans votre temps thérapeutique. Est-ce qu'on pourrait faire évoluer le cadre législatif pour qu'il y ait un temps choisi ? Dans l'année, il y a peut-être 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, en fonction de ma situation, où je peux, dans le cadre mon temps thérapeutique, ne pas venir travailler, car je n'en suis pas physiquement, mentalement capable. Et de faire ça de manière fluide, en discussion avec le manager, plutôt que de dire ben, mon temps pour récupérer, c'est tous les mercredis après-midi. Non. Ce que l'on voit aussi, il y a beaucoup de pathologies chroniques où on est mis en arrêt maladie. Il faudrait créer un référentiel qui aide au maintien raisonnable à l'emploi, toujours dans le respect du souhait du collaborateur. On peut avoir une pathologie chronique et peut-être faire certaines activités. Et là encore, garder du lien social. Et puis la grande difficulté, c'est si vous passez à travers ce processus, si je prends l'exemple d'un cancer long, éprouvant, fastidieux, un jour, grâce aux nouvelles thérapies, vous allez revenir au travail. Et là, on va tous prétendre, hypocritement, de reprendre la vie comme avant. C'est une plaisanterie. Il faut travailler ensemble à la vie comme après. Et ça, il faut que l'employeur et le salarié le construisent ensemble. Quelqu'un qui est passé à travers une telle épreuve a acquis une résilience extraordinaire qu'il faut valoriser. Et puis peut-être certaines compétences ne sont plus applicables, d'autres sont là. Et donc c'est tout ce que fait ce Living Lab, c'est de travailler quelque part en marge du code du travail à titre expérimental. Et des dizaines d'entreprises ont rejoint le mouvement de manière à pouvoir collecter des données et, si l'expérience est positive, faire évoluer la loi. Je serai un grand partisan de donner, dans le cadre du dialogue social avec les partenaires sociaux, la possibilité à l'entreprise d'avoir une expérimentation dans ces domaines de RSE en marge de la loi existante, bien entendu en le contrôlant, pour faire évoluer les barrières et accueillir chaque jour un peu plus. Et je terminerai ensuite, bien entendu, bien-être, c'est bien-être ensemble dans la société. Et on a dans notre société occidentale aujourd'hui beaucoup d'entre nous, de nos proches, qui sont des aidants, qui aident quelqu'un en situation de faiblesse dans nos familles, dans nos amis, dans nos proches. Qu'est-ce que les études montrent ? Les aidants ont tendance à se négliger et à s'épuiser. Les aidants vont moins voir un médecin qu'un citoyen normal, parce qu'ils se donnent corps et âme au soutien de la personne qui les accompagne. Il est urgent d'aider les aidants. Dans nos entreprises, nous avons tous des aidants qui ne le disent pas, qui, en plus de leur boulot au quotidien, aident un proche. Il faut aussi les reconnaître, il faut aussi les accompagner et aussi leur donner une place. Et je terminerai là-dessus, c'est comme ça qu'on aura ce réel bien-être en entreprise tous ensemble. Merci. Merci Thierry. Pascal, après ce beau témoignage... Excusez-moi, simplement je me permets, il y a juste en réaction, Monsieur Hulot, à votre intervention, une question sur les ressources, parce que ce que vous évoquez de l'accompagnement des équipes pour former les collaborateurs, les salariés et permettre d'accompagner les personnes malades, il y a une question qui est posée très concrète sur quelles ressources vous pourriez conseiller sur ces sujets-là. Quand on a cherché à former un accompagnant par site, on a fait un appel au volontariat. À ma plus grande surprise, quelque part, on n'a eu aucun problème à trouver des volontaires. Et là, j'ai découvert des collaborateurs qui m'ont dit « Mais tu sais,
Il y a 5 ans, j'ai eu un cancer de la prostate, mais à l'époque, j'en ai pas parlé. Et donc, je vois l'idée de l'Institut national contre le cancer, et je suis volontaire pour aider. Et donc, en termes de ressources, je vais le dire de tête, je crois que c'est une équipe qu'on a fait former par un coach spécialisé pendant à peu près 1 semaine. Et le temps de travail, on ne compte pas le temps de travail qu'ils y passent. J'allais dire, c'est à la marge. Heureusement, on n'a pas tous les jours un nouveau collaborateur avec une pathologie chronique lourde à accompagner sur chaque site industriel. C'est à la marge, et je suis désolé, ça fait partie de notre devoir en termes de RSE. Le temps qu'on va y consacrer, c'est pas ça qui changera la performance de votre entreprise. Et 1 semaine de formation pour une dizaine de collaborateurs, sur un groupe de 3600 collaborateurs, c'est à la marge. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire qui sont de bon sens, qui sont de partager avec d'autres entreprises qui ont fait la même chose, et c'est tout sauf un problème économique, et je suis content de le dire au ministère des Finances. Pascal, donc après ce témoignage très intéressant, Thierry, sur l'assistance et la lutte, c'est plus de l'assistance pour la gestion des maladies chroniques. Quelques mots côté Ramsay Santé. Je sais qu'il y a beaucoup d'engagement notamment sur on sait que Ramsay Santé, bien sûr, c'est un groupe très impliqué au niveau des soignants, un grand groupe leader européen ou numéro 2 européen, mais il y a aussi beaucoup d'engagement sur le terrain du handicap, me semble-t-il. Oui, merci. Alors, effectivement, un mot peut-être, d'abord, un mot sur le bien-être avant de parler du handicap. Un témoignage un peu différent, évidemment, en tant que soignant. 250 hôpitaux en Europe, plus de 130 centres de soins primaires, et si je reste sur la France, 133 pour être précis hôpitaux et cliniques, et depuis 1 an, on a pris en charge plus de 17 000 patients Covid, dont plus de 7 000 en soins critiques. Dans la vague là qui est en train de descendre, Dieu merci, il y a 1 mois, si je prends l'Île-de-France où nous sommes, la PHP prenait 36% des patients réa et nous 19%. Donc, dans ce contexte-là, situation de crise extrême, déjà, ça veut dire quoi? Le bien-être de nos propres équipes. Et évidemment, dans un scénario idéal, qui est impossible soyons honnêtes, à mettre en œuvre, prendre soin de nos équipes soignantes, infirmières, médecins, c'est la meilleure manière pour que les équipes soignantes prennent soin, évidemment, des patients. Donc, on a vécu un moment, moi un peu à titre personnel, un moment depuis 15 mois, vous imaginez, à la fois totalement dramatique. On a des membres de l'équipe qui sont décédés, dont des membres proches du Covid, dans nos hôpitaux, des médecins, des infirmières. Il n'y a quasiment pas une journée, au-delà du secret médical, je n'apprenais pas que telle ou telle personne, que je connaissais ou pas dans nos équipes, était elle-même en réa, et voilà, avec tout ce que ça veut dire comme charge émotionnelle. Alors, situation à la fois dramatique, situation à la fois de solidarité extrême. Donc déjà, le bien-être de nos équipes pour prendre en charge cette pandémie en France et dans les autres pays dans lesquels nous sommes présents, c'était tout simplement fournir ce dont les équipes ont besoin. Alors ça peut paraître bénin, on a tous vécu, je n'entrerai pas dans certains détails, mais déjà, quand vous avez le 9 avril l'an dernier des personnels soignants qui savent que nous sommes à quelques jours de plus avoir de curares ou des médicaments clés en réanimation. Vous imaginez par rapport au sens du métier qui est le nôtre, la charge, là aussi, le drame, ce que veut dire déjà cette notion de bien-être, y compris sur les masques, les charlottes et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il y a eu des élans, je dirais, de bien-être transversaux, de solidarité absolument incroyables. Peut-être 2 exemples à partager avec vous. Un matin, on m'a averti que 241 infirmières, pour être précis, avaient pris des cars pendant la nuit pour venir de nos hôpitaux de Bayonne, Biarritz et Dax, où il ne se passait absolument rien durant la première vague, pour prêter main forte à nos équipes en Île-de-France ou à Lyon. Et donc des infirmières, des aides-soignantes qui venaient, d'elles-mêmes qui venaient faire ceci. Autre exemple que j'évoquais avant avec l'un d'entre vous, nous avons des hôpitaux au Danemark où nous n'avions pas de patients Covid, je n'étais pas réquisitionné, et on a la nuit fait venir 2 camions pleins de pousse-seringues, respirateurs et curares pour prendre en charge nos patients en France. Donc le bien-être, ça a commencé, et avec beaucoup de pudeur, déjà fournir à nos médecins, à nos infirmières la capacité à prendre en charge ces plus de 7000 patients en soins critiques qu'on a pris en charge en France. C'était également des solutions de bien-être dans un tel drame, tel que fournir aux familles des iPads pour que, au moins, et pardon de dire ça avec beaucoup de réserve et de pudeur, mais c'est mon métier, voir leur famille qui était en réanimation, auquel on peut pas avoir accès. Alors,
Le bien-être dans ce moment de crise, c'est également compliqué parce que pour un médecin, pour une infirmière, c'est très compliqué de reconnaître qu'on n'est pas bien mentalement. Voilà, c'est un sujet tabou. Donc on a fait beaucoup de choses, des petites choses que peuvent être le fait, on a également 35 cliniques de santé mentale en France, tous nos psychiatres sont très mobilisés, de manière anonyme, de manière non anonyme. On a créé un site qui s'appelle Avec vous. On a eu 1200 collaborateurs en France qui ont déclaré leur mal-être, leur besoin de soutien psychologique par rapport à ce drame. Dans certains hôpitaux, comme à Antony, on a eu plus de 1500 patients Covid au sud de Paris. Voilà, Jean Castex est venu récemment remercier le groupe. En Seine-Saint-Denis, on est le premier offreur de soins. On est habitué à ça, mais quand voilà, vous devez gérer une telle pandémie, que vous avez le drame, les familles, les cercueils, au sous-sol, que voilà, il faut trouver ces solutions, aider les familles, même, croyez-moi, une directrice des soins infirmiers aguerrie, voilà, j'en ai vu en pleurs. Moi, je passais mon temps juste à remercier, à écouter les équipes. Je ne suis pas médecin dans nos hôpitaux depuis un an avec les équipes en réa. Alors, une fois qu'on a dit ça, voilà, on est dans une notion de bien-être très simple, je dirais, avec des solutions qu'on cherche à trouver, qu'on cherche à construire. Certains d'entre vous le disaient, c'est basé par définition sur l'humain, sur la confiance, sur essayer de trouver des petites solutions, de la pudeur et essayer en permanence de regarder devant. On a eu plus de 150 infirmières en retraite depuis moins de 3 ans qui d'elles-mêmes ont dit « je suis prêt à venir aider ». Un médecin que je connaissais très bien, qui a créé le service d'urgence de Trappes. On avait fêté son départ à la retraite en octobre, juste avant le Covid. Il est revenu volontaire début mars, tombé malade du Covid, 6 semaines de réa, il est décédé. Voilà. Donc, si vous voulez, quand vous vivez ça avec des gens qui sont des figures sur le plan médical, sur le plan des hôpitaux, on fait au mieux, je dirais, on fait au moins mal. Alors, par rapport au handicap, le handicap... au sein du groupe, aujourd'hui où nous en sommes, il y a 10 ans, moi j'ai la chance de diriger ce groupe depuis 10 ans. Quand je suis arrivé, j'avais été frappé, il y avait déjà un accord handicap formidable. Et on avait à l'époque, de tête en 2011, je crois, 400 personnes handicapées au sein du groupe en France. Je parle pas de la France, pas dans les autres pays européens dans lesquels nous sommes présents. On est aujourd'hui à 1400 personnes handicapées au sein du groupe. Personnel de gestion, personnel soignant. Nous avons une vingtaine de kinés non-voyants. Alors, c'est de la gouvernance, le mot est un peu technocratique, pardon, mais c'est le fait d'abord de suivre les indicateurs pour nos 133 DG d'hôpitaux en France, de les partager, de partager les bonnes pratiques, de se dire, voilà, tel hôpital est à 10%, vous êtes à 2%, comment on fait ? Il y a un référent handicap dans chaque hôpital. C'est rendre un petit peu possible ce qu'on pensait la veille impossible. Il y a 7 ans, on a dit jamais un patient n'acceptera un kiné non-voyant. Eh bien si, un patient, au contraire, voilà, je veux dire ça aussi avec pudeur, un kiné non-voyant, eh bien, qui vient après faire son métier auprès du patient. Nous avons beaucoup d'infirmières en situation de handicap. 75% des handicaps ne sont pas visibles, qui souffrent elles-mêmes de maladies chroniques. On a 250 autorisations de cancérologie en France. Voilà, donc on fait au mieux, là aussi, pour prendre en charge nos propres équipes en situation de handicap et qui veulent rester auprès des patients. Nous avons donc, au-delà de référents handicap, d'une implication de chaque directeur général, moi je suis les chiffres, les actions, fêter les petites victoires. Il y a une seule école d'infirmières en France, sur les 500 près de Montpellier, qui forme des infirmières, des aides-soignantes en situation de handicap. Donc on a des accords particuliers. On a un accord avec la Croix-Rouge pour des gens en difficulté handicapés qu'on forme pour devenir aide-soignant ou aide-soignante, etc. Donc c'est une somme d'actions, de petites victoires, d'émulation entre nos 133 DG d'hôpitaux en France et on va déployer ça dans les autres pays dans lesquels nous sommes présents en Europe, le Danemark, la Norvège, etc. J'étais ce matin avec les équipes suédoises en visio par définition et on parlait également de ceci. Voilà, donc sur ce sujet des handicaps, voilà, on est aujourd'hui effectivement à 1400 handicapés dans le groupe et c'est une fierté des équipes et on est au 4e accord unanime avec les partenaires sociaux. Merci Pascal pour ce beau témoignage. Marion, peut-être quelques questions de la salle. Je pense qu'il y a des questions qui ont été posées. Moi, j'avais une question, parce que vous parliez tout à l'heure de la quête de sens des salariés et l'importance que ça revêt aussi. Est-ce que aujourd'hui, finalement, c'est pas le collaborateur pour son bien-être qui vous challenge? Est-ce que vous n'êtes pas obligé de vous adapter pour répondre à ces demandes et faire en sorte aussi que vous restiez attractif pour les jeunes talents? Est-ce que ça, c'est un enjeu aujourd'hui? On a vu récemment qu'il y avait la création de collectifs de salariés engagés pour faire évoluer
évolué le business model d'un certain nombre d'entreprises, que ce soit Vinci, que ce soit Michelin, que ce soit AXA. Est-ce que vous, ça aussi, cette pression de vos collaborateurs, vous la ressentez et vous vous en servez, vous vous appuyez sur elle? Je vais prendre cette question-là. C'est tout à fait exact. Et cette quête de sens n'est pas que dans un seul domaine. Hein. On l'a vu dans différents domaines. Vous parliez du cancer, mais on peut avoir fait un AVC ou une dépression ou, je sais pas, un quintuple pontage, etc. Donc, je veux dire, il y a des tas de sujets et le problème des aidants est tout à fait exact. C'est pareil dans tous les domaines. Et nous sommes dans une vision totalement holistique de l'ensemble des domaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salarié qui vient dire voilà, ma quête de sens, c'est de faire telle chose, des potagers le week-end de telle heure à telle heure. C'est cet ensemble de choses qui devient important. L'inclusion, tout type d'inclusion, que ce soit raciale, d'origine, handicap, femmes, hommes, etc. Enfin, tout ce qu'on veut. C'est un ensemble de choses. Et je dirais que c'est très bien parce que ça veut dire aussi que nos entreprises se sont ouvertes, qu'il y a un dialogue, qu'on n'est plus dans un système hiérarchique complètement fermé avec le chef je pense que c'est Jacques Chirac qui disait que le chef doit chefer. Là, c'est quelque chose qui est un peu révolu et on est dans ce dialogue permanent, y compris pour rendre service à nos clients, pour être présents. Ce que nous avons vu, ce que vous voyez, c'est ce que vous dites sur les hôpitaux. Alors nous, on n'est pas dans un domaine médical, mais nous sommes persuadés que nous sommes dans l'immobilier, mais que la santé, au sens large du terme, dans nos immeubles, va devenir l'enjeu, c'est ce que vous indiquez, des années qui viennent, mais va prendre une dimension tout à fait particulière. Et il faut qu'on fasse attention, justement, là je partage tout à fait votre avis sur le fait qu'il y a trop de normes, et surtout de normes yaka faucon. Alors de tel jour à tel jour vous faites ci, puis ça vous faites ça, etc. Il faut qu'on apporte de la flexibilité à tout ça et de l'humain. Vous savez, la semaine dernière, une de nos collaboratrices prenait sa retraite. Et pour la première fois, les gens ont pu se réunir pour dire au revoir. Vous vous rendez compte, depuis 1 an, nous envoyons des messages par mail. C'est terrible, ça, de ne pas dire au revoir à quelqu'un qui a passé beaucoup de temps, qu'on a côtoyé, qu'on connaît, etc. Et sont venus autour de la table des personnes qui étaient aussi qui sont à mi-temps thérapeutiques, mais qui doivent travailler de chez eux, et encore plus depuis le Covid, parce qu'on avait peur qu'ils attrapent quelque chose, etc. Et il y avait une telle joie de revenir en entreprise, une telle joie de venir prendre un café avec 3 viennoiseries qu'on avait mis sous cellophane pour que, voilà. Mais quand même, c'était quelque chose de particulier et on a senti une énergie se dégager pour ça. Je pense que nous avons besoin de trouver de la flexibilité, de la même manière que dans nos métiers, nous devons trouver de la flexibilité. Il n'y a plus une seule façon de faire, que ça soit dans les cliniques, que ça soit même dans le commissariat aux comptes ou dans la recherche de médicaments. On n'est plus dans le taylorisme, on est dans trouver le bon chemin pour faire. Et ça nécessite une souplesse du système. Le système est encore beaucoup trop normé avec des règles qui parfois sont contradictoires. Vous avez raison, je suis comme vous. Moi, je souffre de ne pas pouvoir appeler quelqu'un qui est souffrant et qui est en arrêt maladie, parce que si je l'appelle, je pourrais être considérée comme quelqu'un qui fait du harcèlement, alors que je veux juste demander comment ça va. C'est pas très grave. Et en même temps, la personne qui est malade souffre du fait qu'on ne demande pas de ses nouvelles, en disant, voilà, je suis abandonnée, donc on rajoute une pathologie complémentaire à la pathologie existante. Oui, ce que je pourrais ajouter, moi, de mon côté, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas à opposer les collaborateurs et l'entreprise. Non, mais la question, c'est est-ce qu'on n'a pas la pression des collaborateurs? Mais moi, je ne comprends pas la question dans ces termes-là. Si vous voulez, les collaborateurs, c'est nous. L'entreprise, elle est un tout. Les collaborateurs font l'entreprise, et c'est demain leur entreprise. Ils vont grandir dans l'entreprise, et ils sont pour nous, c'est extrêmement intéressant justement de les écouter, et non pas comme une force d'opposition ou une pression. Au contraire, c'est eux qui nous disent ce qu'est la société de demain. Parce qu'en fait, ils nous font part de leurs aspirations, de leurs motivations, de l'ordre de leurs priorités. Qu'est-ce qui les intéresse? Mais si on n'écoute pas ça, on passe à côté du sujet. On passe à côté de la société, de ce qu'elle est aujourd'hui, dans ses mutations, dans sa sociologie. Et on condamne l'entreprise. Une entreprise qui n'entend pas ses collaborateurs, elle se condamne à terme. Et une entreprise aujourd'hui qui n'entend pas la demande des collaborateurs d'être RSE,
C'est pas pour faire joli sur la feuille de papier. Être RSE, ça répond à des aspirations profondes. Et donc, oui, l'entreprise doit intégrer tout ça si elle veut intéresser les collaborateurs, parce que, pourquoi je dis qu'elle est condamnée sinon? Si on ne répond pas aux aspirations des collaborateurs, ils ne viendront pas chez nous travailler. Avec qui allons-nous travailler? Qui aurons-nous comme clients? Les jeunes générations aujourd'hui c'est nos clients. C'est nos clients de demain, d'aujourd'hui, de demain. Si on ne répond plus à leurs attentes, ils ne nous choisiront plus. Les fournisseurs également, les financiers de partout. On a des gens, des jeunes générations qui nous expliquent aujourd'hui quelles sont leurs aspirations profondes et répondre à cela, à défaut que ce soit le cœur qui parle ou la conviction personnelle, c'est préserver la pérennité de l'entreprise. Une entreprise qui n'entend pas ces messages se condamne. Et pour rebondir sur ce point, je partage tout à fait le point de vue. En même temps, je trouve qu'on a une pression, moi, qui me paraît saine, d'ailleurs, des équipes, une quête de raison d'être, de purpose, comme disent les anglo-saxons. Et nous, on utilise beaucoup, chez PwC, les sounding boards avec les plus jeunes pour s'assurer d'ailleurs qu'on est bien en phase avec leurs attentes, leurs approches. Parce que, comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a un sujet quand même de diversité des actions qu'on peut offrir, même si on doit avoir des marqueurs, si on veut avoir de l'impact. Mais ça peut être à long terme. On fait ça sur des programmes de tutorat dans les banlieues défavorisées où les gens donnent de leur temps pour aller former les plus jeunes. Mais ça peut être aussi sur des opérations très ponctuelles. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Il y a un mois, on a organisé, c'était un crowdfunding organisé pour une athlète paralympique française qui avait besoin d'une nouvelle prothèse pour les Jeux de Tokyo, donc quelque chose de très concret. Une de nos collaboratrices est dans le même club de cette jeune femme qui fait du kayak. Et donc, on a lancé ce crowdfunding. Ça a généré une émulation remarquable dans l'entreprise et on a réussi à lever la moitié des fonds pour, en l'espace de 15 jours, pouvoir lui permettre de préparer dans de bonnes conditions les JO de Tokyo. Et ça a de l'impact aussi parce que ça mobilise. Bon, tout à l'heure, il y avait des cas très concrets, mais parfois, nous, on a des projets plus conceptuels et c'est important aussi d'avoir des petites actions très concrètes qui montrent qu'on s'engage réellement et qu'on fait avancer les choses au sein de la société. Donc, ça peut passer par des actions au quotidien comme des actions qui s'inscrivent plus dans la durée. Vous parliez du bonheur de vos collaborateurs hier de se retrouver à l'occasion de ce départ à la retraite. Dans le même temps, hier, il y a un baromètre qui a été publié sur la santé psychologique des Français et qui montrait que le nombre de burn-out avait été multiplié par 2, notamment chez les managers, et que à la veille du retour au bureau, puisque le télétravail sera assoupli à partir du 9 juin prochain, évidemment, ça suscitait l'inquiétude. Est-ce que cet accompagnement du retour de la fin du télétravail, en tout cas de l'assouplissement du télétravail et ce retour, c'est quelque chose que vous, en tant que chef d'entreprise, vous préparez également? On essaye, on y travaille en permanence. J'ai Christine Arnay qui dirige nos équipes RH qui est dans la salle. On y travaille en permanence parce que c'est quelque chose qui est, si les collaborateurs ne sont pas en bon état de travailler, on a juste un petit souci, si vous voulez. Ça marche pas comme ça. On n'est pas encore, grâce au ciel, tous remplacés par des machines. Après, il faut savoir que toute cette période de télétravail et de management à travers les écrans chez les managers, et on le voit partout, ça a été quelque chose d'absolument... la charge mentale de cette période a été absolument insupportable. C'est très difficile. On parle des signaux faibles, d'avoir une conversation. L'absence de la machine à café, enfin l'apéro Zoom ne remplace pas ce temps où on peut échanger, où on peut parler, où on peut se déconnecter de l'écran et ne pas être dans une conversation réelle. En vérité, nous, partout on l'observe aussi chez nos clients, puisqu'on les accompagne, on loue des immeubles, donc on les accompagne aussi là-dessus. Dans cette période, tous ceux qui étaient obligés de manager à travers les écrans, les managers ont eu vraiment une période difficile. Quand c'était des femmes, c'était encore plus difficile parce que les femmes pensent qu'elles sont des superwoman et qu'elles peuvent faire 50 000 choses à la fois. Et ce sentiment de culpabilité aussi, de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas pouvoir s'en sortir. Et d'ailleurs, on dit que le temps de transport, on l'a pas fait, mais en vérité, on s'est déconnecté, reconnecté, déconnecté, reconnecté, déconnecté, reconnecté, et on a travaillé des heures beaucoup plus importantes, peut-être pour un temps de déconnexion qui était vraiment nécessaire, qui était vraiment indispensable, qui était le temps du café. Je pense que quand on a
3 heures ou 2 heures par jour de transport, c'est insupportable. Mais il faut trouver le business model, la proximité de travail, des lieux où on peut se retrouver, et puis on ferme la porte et le soir chez soi, on sacralise le lieu de vie, qui permettent de déconnecter. Le temps de déconnexion, la machine à café dont on parle, c'est aussi un temps de déconnexion et de réflexion d'autre chose, de partage d'autre chose, qu'on ne peut pas avoir uniquement devant les écrans. Les écrans nous ont amenés à faire des réunions programmées, millimétrées, ordre du jour, et on n'est pas sorti de ça. Au départ, ça allait parce qu'on demandait comment allait tel ou tel, on demandait des nouvelles des uns et des autres, on s'en inquiétait. Avec le temps, on est devenus des vrais robots. Allez hop, je saute d'une réunion à l'autre. Et moi, je dis souvent à mes collaborateurs, y compris les membres du comité exécutif, rentrez chez vous, déconnectez-vous, faites autre chose, ou déconnectez. Ne vous mettez pas dans la réunion d'après. On se sent. En fait, le temps individuel qu'on a passé était plus important. On a dit qu'il y avait une plus grande productivité. On n'a pas pensé au temps collectif. Et bien, ce temps collectif est fait aussi de cette capacité à s'ennuyer, à ne pas être dans l'agitation de l'action où on pense qu'on est utile et on ne l'est pas. Moi, quand j'étais enfant, j'avais le temps de m'ennuyer. La génération actuelle ne s'ennuie jamais. Je pense qu'il faut qu'on revienne à l'ennui et ça nous ferait du bien quand même. Pour construire sur ce que vous venez de dire, je crois que cette crise sanitaire, vous l'avez très bien souligné, le personnel soignant a été mis à une charge exceptionnelle qu'on n'apprécie pas. On voit sur nos collaborateurs qui étaient en télétravail cette inquiétude de la phase d'après. Je voudrais qu'on n'oublie pas de remercier tous ceux qui, depuis 1 an, ont assuré les sites de production, la chaîne logistique, la chaîne alimentaire, tous ceux qui, au début de la crise, il y a 18 mois, continuaient de prendre des transports en commun en se disant « est-ce que je ne vais pas être contaminé et finir en réa après-demain ?» et qui ont tenu l'entreprise, qui ont tenu nos entreprises. On a vu quand même, on a eu de rupture d'aucun approvisionnement, on a eu des tensions sur des médicaments, sur des curares, etc. Mais on n'a eu aucune tension alimentaire, on n'a eu aucune tension dans les chaînes logistiques, quelle que soit la matière première que vous voulez. Pourquoi ? Parce que nos collaborateurs étaient là, étaient engagés. Ne les oublions pas et remercions-les. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'écoute aussi ? Vous parliez tout à l'heure, Monsieur Rocher, des psychiatres et des gens qui étaient là aussi. Est-ce que la crise sanitaire n'a pas aussi permis ça, d'être peut-être plus à l'écoute, ou en tout cas de permettre à chacun de s'exprimer, de dire ce qu'il ressent? C'est devenu nécessaire aujourd'hui. Oui, absolument. Disons qu'il y a un progrès en France sur le sujet, mais par rapport à d'autres pays, les problématiques de santé mentale restent encore malheureusement largement tabous. Si on en croit, il y a pas mal d'écoles en santé mentale, mais acceptons le fait qu'une personne sur 4 dans sa vie va souffrir d'une pathologie relativement lourde ou lourde de santé mentale. Donc, c'est pas honteux, ça fait partie de la vie, c'est une maladie. On a créé, par exemple, il y a 4 ans, à Louan-Cuiseaux, en Seine-et-Loire, une clinique dédiée pour les pathologies de santé mentale des médecins et des infirmières en France, public, privé, peu importe. Énormément de demandes, parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, le personnel soignant a du mal à reconnaître qu'il va mal. L'ARS Île-de-France vient de nous demander d'ouvrir, pareil, 2 cliniques en région Île-de-France pour prendre en charge. Donc, oui, il faut énormément d'écoute. On a une problématique, je vais être trop long sinon, mais ça commence par la jeunesse sur la santé mentale en France. On est très en retard vraiment par rapport à d'autres pays. Nous avons 4 établissements près de Marseille dédiés à la jeunesse en détresse mentale. On fait de la classe virtuelle avec les équipes de Marcel Ruffo. Voilà, je suis assez passionné par le sujet parce que, ayant la chance d'être également dans d'autres pays européens avec les équipes et notamment les équipes nordiques, on a un progrès immense à faire pour reconnaître ces problématiques de burn-out, etc., de dépression. Vous savez, la seule pathologie de santé mentale qui est suivie avec des chiffres depuis 1850, c'est la schizophrénie. C'est constant, 0,8% de la population est schizophrène. La société actuelle, on a des chiffres depuis 30-40 ans sur ce qu'on va appeler la dépression, la mélancolie, la bipolarité. On est dans une explosion malheureusement de ces pathologies. Alors après, je ne suis pas sociologue, etc. C'est pas mon sujet. Prenons, sujet médical par rapport à votre question. On a besoin d'écoute, on a besoin de professionnels. Je ne parlerai pas de l'autisme en France où on est malheureusement en retard également. Mais oui, il faut de l'écoute. Les autres orateurs l'évoquaient, vous l'évoquiez, quelqu'un qui revient d'un cancer,
comment on aide, comment on se montre bienveillant, comment on écoute, comment on s'adapte. La sclérose en plaques était un exemple frappant. Pareil, la pathologie mentale, c'est une pathologie comme les autres. Il faut arriver à faire en sorte qu'on en parle, qu'on aide et qu'on ait les ressources en termes d'offres de soins. Je voulais revenir sur un point intéressant parce que je crois que, et c'est un de nos enjeux collectifs, on parlait de retour au travail, parce que c'est vrai que ça va être un de nos enjeux, peut-être pas de la semaine prochaine, mais au moins des prochains mois, et de la rentrée certainement. Et on revient sur le sujet du télétravail massif, qui a été un challenge et compliqué, et avec justement nous, on avait instauré des hotlines pour nos collaborateurs, avec des psychologues, justement, pour essayer de donner du soutien. Je crois que de nombreux groupes ont fait la même chose, parce que c'était en tant que chef d'entreprise, c'était vraiment une responsabilité énorme, ce qui pesait sur nos épaules aussi, de s'assurer que nos équipes allaient bien. Donc ça, c'est un point clé. Et donc, quand on va sortir du télétravail massif, parce qu'on attend le 9 juin, il y aura certainement des aménagements gouvernementaux sur un retour progressif. Ce qui paraît intéressant aussi, c'est de voir, et ça je m'adresse plutôt à Jessina côté immobilier, nos locaux, nos bureaux vont avoir un sens différent de celui qu'ils ont aujourd'hui pour nos équipes. Ça va devenir, je pense, on aura des enjeux de travail plus collectif que jamais pour se retrouver ensemble, comme on le disait, se réunir, travailler ensemble, qui est cette émulation collective, ce sentiment de fierté, d'appartenance. Donc, et il nous semble, et je crois que vous avez fait une étude très intéressante de ce point de vue sur les groupes français, je vais vous passer la parole bien sûr, sur le sujet, il nous semble que justement le lieu de travail a pris une dimension tout à fait différente depuis cette crise. Absolument. C'était des tendances lourdes qu'on observait déjà, mais qui se sont accélérées avec la crise. Les crises ne créent pas les tendances, mais les accélèrent. Et nous avons, à la sortie du premier confinement l'année dernière, confié à ELAB de mener une enquête auprès des dirigeants de grandes entreprises françaises, non pas pour parler de leurs besoins de mètres carrés en immobilier, mais de parler de leur vision de l'organisation du travail futur, de l'insertion de l'entreprise dans la société et de l'aménagement de la manière dont ils voulaient exercer leur métier futur. Et nous avons interrogé, nous avons sollicité 150 chefs d'entreprise et il y a 25 qui nous ont répondu. Ce n'était pas un sondage, c'était un entretien de plus d'1 heure et demie avec les équipes d'ELAB pour développer leur discussion. Et je dirais que je pense qu'il n'y avait qu'une seule question sur la partie immobilière, mais tout le reste, c'était vraiment sur la manière dont ils voyaient leur vision du monde d'après, de leur organisation, de leurs besoins, de la manière dont ils voyaient l'intégration, l'inclusion, l'intégration de leurs collaborateurs, leur mode de fonctionnement. Et c'était très intéressant parce que c'était toutes sortes d'industries, l'industrie lourde, la banque, les services, entreprises françaises, étrangères, etc. Et ils ont passé, certains ont passé, des présidents, des directeurs généraux, des dirigeants très notables, ont passé 1 heure et demie à 2 heures au téléphone en disant mais il faut qu'on se revoie parce que j'ai encore des choses à dire. Plusieurs choses importantes, c'est d'abord... à quoi sert un siège social? À quoi sert un immeuble de bureau? C'est un lieu de réflexion, de partage et du collectif et du transversal. Donc il faut vraiment que ça réponde à ce besoin particulier et entre autres sur les problèmes de santé au sens large du terme. Nous, on n'est pas médecins, mais il faudra qu'on mette les conditions, d'abord les conditions physiques, la qualité de l'air, lumière, son, enfin bruit, etc., mais aussi la qualité des services, la restauration et d'autres services de santé, de sport et autres qui nous permettraient d'accompagner cela. Et ça, c'était une préoccupation de tous les dirigeants qu'on a interrogés, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, leur métier et leur business. Et la deuxième préoccupation majeure, c'est le caractère travail en commun, collaboratif, l'intérêt des... Pas de gadgets, alors là, le baby-foot n'est pas revenu, la mode est passée. Le Chief Happiness Officer non plus, c'est plus ça. Mais quel est l'intérêt, le sens commun qu'on peut trouver, au fond, la raison d'être qu'on peut trouver pour travailler ensemble et pour avancer ensemble? Et le troisième point, c'est pas simplement nous, dans l'entreprise en tant qu'entité, mais surtout aussi intégrer, être ouvert sur notre environnement, notre écosystème, que ce soit d'autres entreprises et partenaires qui travaillent avec nous,
quel que soit le métier. Dans l'industrie pharmaceutique, vous travaillez avec beaucoup de partenaires. Nous, on travaille avec beaucoup de partenaires. Donc, avoir des lieux de collaboration, je ne veux pas dire incubateur, parce que là, ça devient vraiment très spécialisé dans un domaine particulier de start-up, mais vraiment être ouvert sur la société, sur son environnement, et laisser rentrer la ville, l'environnement, le mode de fonctionnement à l'intérieur, et avoir des vrais engagements sociétaux. Ils nous ont tous dit, RSE au sens large, sociétaux, ils nous ont tous dit, et ça c'est quand même assez, pour nous c'était assez important, qu'ils souhaitaient répondre à cela parce qu'ils pensaient que ce n'était plus, c'est pas différenciant, je veux dire, si on le fait pas, on n'existe pas. Donc c'est pas, et donc l'immeuble devait répondre à tout ça et donc être dans des quartiers mixtes et facile d'accès, notamment par des transports en commun, donc bas carbone, enfin low-tech et bas carbone, pour que ça soit inséré dans le tissu social et pas être une espèce de, comment dirais-je, de lieu fortifié où on se retrouve tout seul et on fait des choses tout seul dans son coin. Pour nous, ça a été une grande surprise. Parce que quand on a lancé cette étude, je ne pensais pas qu'on irait aussi loin, mais de voir que c'était cette préoccupation-là, et leur préoccupation, c'était par rapport à leur business qu'ils voulaient développer, quel que soit le business, et la manière dont ils voulaient le faire. Et puis l'importance, l'impact de la digitalisation qui fait que des tâches administratives vont disparaître. Donc, quelle est notre responsabilité sociétale, entrepreneuriale, de transformer les métiers, d'assurer des maintiens de compétences, de former, de rééduquer, de réorienter. Donc une dimension ressources humaines au sens large qui est devenue beaucoup plus importante. Et donc l'immeuble doit être un outil de travail et pas un lieu de grandeur. Et en cela, il faut que ça soit perçu comme un outil de travail. Ça, c'était vraiment très, très intéressant et très passionnant. Nous avons publié cette étude ces jours-ci que vous trouverez en ligne, mais qui nous permet aussi de mieux comprendre notre métier, parce que nous, on est un des maillons de cette chaîne pour rendre service autour de nous et pouvoir le faire. Vous parliez d'engagement sociétal. Une anecdote, nous voulions faire, comme tous les ans, notre fête de fin d'année, donc faire la fête, danser, manger, voilà, être ensemble. Et évidemment, le deuxième confinement et les conséquences ont fait qu'on ne l'a pas fait. Et puis, j'ai commencé par dire, oui, mais on s'approche de Noël, ça serait bien qu'on fasse, je ne sais pas moi, une opération Galette des Rois. On était même début janvier, Galette des Rois. Et Galette des Rois, ce n'était pas possible non plus, parce qu'on ne pouvait pas se réunir pour partager une Galette des Rois. Donc, sur proposition d'un certain nombre de collaborateurs, on a décidé d'aller distribuer ces Galettes des Rois qu'on avait commandées auprès des personnes SDF un peu partout dans Paris. Et on a fait des maraudes. Et vous ne pouvez pas savoir ce que cela a entraîné. Tout le monde n'a pas pu y participer, mais même pour ceux qui n'étaient pas là, pour des tas de raisons, qui ne pouvaient pas être là, eh bien, ça a été un facteur de se sentir encore plus le collectif et travailler ensemble. Ce que vous disiez, des actions très ponctuelles et très simples, ça peut aussi contribuer à créer ce collectif et à se rendre compte qu'autour de nous, eh bien, il y a aussi des gens qui sont invisibles et qu'il faudrait qu'on s'y intéresse aussi et qu'on n'y prête pas attention tous les jours. La cohésion et le vivre ensemble, donc on y revient. Je vous laisse conclure, peut-être, Maître Leclerc, cette table ronde. Pour rebondir sur ce sujet que vient d'évoquer à l'instant, il y a aussi un enjeu qui est très fort. Donc, on a parlé de cette thématique du bien-être de nos collaborateurs. Je pense qu'on a tous une responsabilité collective aussi vis-à-vis du monde étudiant qui sort laminé de cette crise. Et je pense qu'on s'en rend compte tous en tant que chef d'entreprise. On a vraiment cette responsabilité d'accompagner, alors avec des opérations parfois coup de poing aussi, sur des sujets aussi simples que de l'alimentaire, enfin très basiques, mais également les accompagner, leur offrir des stages, les intégrer dans nos entreprises, leur donner un parcours de carrière, parce que c'est un des enjeux aussi de cette sortie de crise, c'est de cette solidarité et de ne pas laisser pour compte notamment les étudiants qui ont été très, très impactés directement par la façon dont on leur enseignait,
par la difficulté aussi de passer des diplômes, la difficulté de trouver des stages, la difficulté de trouver des petits emplois pour eux-mêmes pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc je pense que sur une vision prospective, on peut aller beaucoup plus loin. J'aime bien la technique des petits cailloux. Je pense que celle-là, c'est plus qu'un caillou, c'est une grosse pierre. Il faut qu'on la gère parce que c'est un enjeu majeur pour aussi de fierté aussi de nos équipes, parce qu'on ne peut pas se couper de ce monde étudiant et on doit former, ce sont les équipes de demain. Donc ça rejoint l'enjeu sociétal, je dirais le cercle vertueux. Et pour moi, c'est un des enjeux majeurs des prochains mois aussi pour la société française. Merci beaucoup, merci à tous les 5 d'avoir participé à cette table ronde. On va continuer dans un instant à se projeter un peu sur la vie au sein de l'entreprise, la qualité de vie au travail avec un horizon européen du côté du Danemark et des Pays-Bas. Je vous remercie encore d'avoir échangé sur ce sujet.